S'occuper de la santé des femmes, en tout cas pour moi c'est important. Il faut idéalement accepter de passer du temps avec les patientes. Bon, on est aussi là pour les moments où ça se passe pas bien, quoi. C'est pas que l'accouchement. En termes gynéco, on est là vraiment du début jusqu'à la fin. De manière générale, oui, je pense que les femmes sont peu ou mal informées. Il y a plusieurs fois des patientes qui m'ont demandé, une fois que la poche des os était rompue, comment le bébé faisait pour respirer. Je ne sais pas toujours pourquoi je fais ce métier. C'était quand vos dernières règles? En général, je suis assez consciente de mon corps. Vous êtes émue? Un peu, ouais. Les mères n'en parlent pas, les sœurs n'en parlent pas. Oui, c'est pour quel motif, madame? Je perds mes règles. Que dit votre gynéco à ce sujet? On a un placenta qui est normalement inséré, joli cœur, très joli. L'écho des gynécos, c'est un rendez-vous mensuel. Un podcast pour tous sur la santé des femmes, avec des gynécos, bien sûr, des femmes beaucoup, et des historiens, sexologues, psychologues, sociologues ou même anthropologues. Chaque mois, on tentera de faire en sorte que les femmes soient en bonne santé, rassurées et surtout informées. La fausse couche est la première cause de consultation aux urgences gynécologiques. Elle est banale, presque normale pour les médecins, elle touche une femme sur 2. Et pourtant, elle reste méconnue. Même si elle blesse intensément, intimement, elle reste une tristesse sourde qu'on préfère taire. Alors, pour ce premier épisode, on a souhaité l'interroger, l'ausculter, en parler pour essayer de comprendre. L'écho des gynécos, épisode 1, c'est parti. Je suis le docteur Marie Borne, je suis praticien hospitalier responsable de la maternité de l'hôpital Tenon à Paris. Alors, une fausse couche, et c'est vrai que c'est très important parce qu'il faut être très clair dans les définitions parce que ça partait un peu dans tous les sens. Une fausse couche, c'est une perte de grossesse et on sous-entend quand on parle de fausse couche, les fausses couches précoces. Donc, c'est une perte de grossesse avant 14 semaines d'aménorrhée. Après 14 semaines d'aménorrhée, on parle de fausse couche tardive et c'est pas du tout les mêmes causes en général. Après 22 semaines d'aménorrhée, on parle plutôt de mort fœtale in utero ou d'accouchement très prématuré. Ça dépend des causes. Mais fausse couche précoce du premier trimestre, donc avant 14 semaines d'aménorrhée, on considère que ça correspond à 10% de toutes les grossesses. Donc très probablement, ça touche une femme sur 2. De faire au moins une fausse couche dans sa vie. C'est quelque chose qui, en pratique, est tout à fait normal, en fait. Normal dans le sens non pathologique. Surtout quand on sait que la première cause d'une fausse couche unique, isolée comme ça, c'est un problème de chromosomes, de mauvais mélange de chromosomes. Et donc, ça peut survenir n'importe quand. Et, a fortiori, ça augmente plus souvent avec l'âge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un mauvais mélange de chromosomes ? Les chromosomes, vous savez, quand dans un embryon, il y en a la moitié qui vient de la mère et l'autre moitié qui vient du père, dans le patrimoine génétique. Et c'est à ce moment-là, parfois, il y a des ratés. Et soit c'est pas la moitié qui arrive, c'est la totalité des nombres des chromosomes. Soit, avant de se mettre dans les gamètes, ils se remélangent. C'est là où il peut y avoir des trisomies ou à l'inverse des monosomies. Enfin, il y a un mauvais nombre de chromosomes. Et parfois, il y a des aberrations génétiques. Au moment des mélanges, il y a des mutations qui arrivent et qui ne sont pas compatibles avec la viabilité. Maintenant, les facteurs de risque des fausses couches à répétition, donc plus de 3 consécutives. Ça va être, évidemment, la consommation de tabac, la consommation de café à haute dose. Après, on va avoir des causes hormonales, type diabète ou problème de thyroïde ou problème de prolactine, enfin tout un tas d'hormones qui peuvent être en cause dans les fausses couches, des problèmes de déficit en certaines vitamines, ou notamment vitamine B9, qu'on retrouve chez des patients chez qui on détecte une hyperhomocysténémie. On peut retrouver des anomalies utérines. On peut retrouver des anomalies, ce qu'on appelle le syndrome des anticorps antiphospholipides. Donc ça, c'est des problèmes de maladies auto-immunes. L'obésité, je ne sais pas si je l'ai dit. Et puis l'âge, évidemment, c'est quand même le facteur de risque numéro 1. Donc il y a tout un panel de facteurs de risque qui existent, sachant que dans la moitié des cas, on ne retrouve aucune explication. On n'a pas de cause. Donc il y a beaucoup de recherches sur le sujet, justement, de ces fausses couches, parce que le problème, il est vraiment là, c'est chez cette moitié de femmes chez qui on ne va pas retrouver d'explication. Que se passe-t-il dans le corps et dans la tête d'une femme qui fait une fausse couche ? Dans sa tête, difficile à dire, évidemment.
vraiment une déception immense, parce que même si au fond de soi, tout le monde sait que ça peut arriver, les femmes en général sont assez surprises. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Le premier symptôme, ça va être un saignement et des douleurs abdominales assez intenses. Donc ça, de toute façon, dans tous les cas, il faut consulter parce que il faut éliminer l'urgence vitale qui est la grossesse extra-utérine. Donc ça, il n'y a que l'écho qui peut faire la différence quand on saigne et qu'on a mal au ventre. Et puis après, il va y avoir des douleurs puisque l'utérus, la nature est bien faite. Et donc l'utérus, spontanément, va se contracter pour évacuer tout seul cette grossesse qui est arrêtée le plus souvent. Une femme se remet facilement d'une fausse couche ? Alors physiquement, très facilement. C'est-à-dire que les saignements vont durer entre 1 semaine et 2. Et après, les prochaines règles, elles vont arriver entre 4 et 8 semaines. Donc finalement, normalement. Il faut surtout avoir bien conscience, ça maintenant, il y a plusieurs papiers qui l'ont démontré, qu'il ne faut pas attendre. Alors qu'avant, on disait qu'il fallait attendre au moins 3 mois avant de relancer une grossesse. Ça, surtout pas, c'est le contraire. Il faut y aller. Parce que plus on y va rapidement, plus on augmente ses chances de ne pas faire de fausse couche la fois suivante. Et quand on entend que le stress peut être une cause de fausse couche, les colères peuvent être une cause de fausse couche, est-ce que ce sont des croyances ou est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce qu'on ne peut pas le prouver ? On ne peut pas le prouver. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a quelques papiers qui disent que les patientes plus angoissées, plus stressées que les autres feraient plus de fausses couches. C'est difficile à dire. Maintenant, on sait que c'est un cercle vicieux aussi parce que l'antécédent de fausse couche, c'est quelque chose qui est très angoissant et très stressant pour la grossesse suivante. Ce qu'on sait, et ça tout le monde l'a remarqué en tous les cas dans sa pratique clinique, sans avoir de niveau de preuve scientifique, voilà. Aux patientes qui ont fait 1 ou 2 fausses couches, avoir une politique de réassurance, leur dire que c'est normal et que là, elles ont de plus de 80% de chances que, voire quand on a une fausse couche, c'est même plus de 90% de chances de ne pas faire de fausse couche sur la grossesse suivante. En général, ça marche très bien. Ça suffit comme traitement, quoi. Certaines femmes disent renoncer, parfois après 3 ou 4 fausses couches, parce que c'est trop dur. C'est vrai. Certaines femmes renoncent. C'est compliqué, c'est sûr que sur le plan psychologique, quand on en est à la 4e fausse couche, voire plus, c'est extrêmement difficile. Nous, on a toujours tendance à conseiller aux patientes de ne pas baisser les bras. Parce que parfois, on ne sait pas pourquoi. Il y a une grossesse qui va s'accrocher. À partir du moment où il y a une grossesse qui survient, qui se place bien au bon endroit, on a toujours tendance à penser qu'il y en a. Ça peut finir par marcher, mais il faut que les patientes arrivent à trouver en elles la force de ne pas trop investir les grossesses, parce que ça peut être très destructeur. Et je pense que c'est très important. Ne pas trop investir, c'est-à-dire patienter, donc jusqu'à 10 semaines d'aménorrhée minimum, donc ça fait quand même 2 mois et demi, 3 mois de grossesse, avant d'y croire. Ce qui est pas facile, ce qui est long. Vous le dites, la fausse couche est classique, est banale, est courante, est normale. Pourquoi a-t-on le sentiment qu'elle est pourtant si méconnue et qu'on en parle si peu ? Manifestement, il y a un problème de tabou dans la société en général, sur les pertes de grossesse en général et en particulier sur les fausses couches. Les patientes ne communiquent pas trop entre elles, elles ne en discutent pas trop avec leur famille ou avec leurs amis. Et après, il y a un problème, et je le reconnais bien volontiers, il y a un problème en France, en tous les cas, dans la prise en charge de ces patientes, qui le plus souvent viennent aux urgences consulter puisqu'elles saignent en début de grossesse. C'est le signe clinique le numéro 1. Elles tombent sur des internes ou des médecins de garde qui en auront vu 10 ou 15 par jour et donc qui, malheureusement, à cause de l'argument de fréquence, vont banaliser l'événement. Parce que la prise en charge médicale, elle est finalement relativement simple. Soit on propose un traitement médicamenteux, soit on propose un traitement chirurgical. Mais la prise en charge de tout ce qui va avec, en général, elle n'est pas à la hauteur de l'événement pour les patientes. Mais on est en train de sortir de cette médecine-là qui était très paternaliste et on évolue vers une médecine où les patientes participent de plus en plus à leur prise en charge. Et donc, c'est très bien parce que c'est finalement elles qui nous font évoluer la profession. Comment avez-vous pris conscience de l'importance psychologique d'une fausse couche ? C'est une patiente qui m'a écrit une très longue lettre de 3 pages quand j'étais très jeune interne, donc je démarrais, je venais d'arriver dans le service, on m'avait dit « Est-ce que tu peux aller faire sortir cette patiente ?» On l'a juste surveillée quelques heures suite à sa fausse couche chez elle, et donc je suis allée faire sa sortie, je lui ai donné ses ordonnances et compagnie, et elle m'a écrit quelques semaines plus tard en m'expliquant que elle m'avait trouvée très gentille et très professionnelle, mais
que pour elle, j'avais banalisé son drame, que j'avais pas compris ce qu'elle ressentait, qu'elle s'était sentie traitée comme un numéro, et que qu'elle voyait bien que j'étais un jeune médecin et que pour mon avenir professionnel, que je me rends compte. Et c'est vrai que grâce à ce témoignage, ça m'a permis de me rendre compte. Donc il y a une manière de dire les choses et de prendre en charge les patientes. Puis vous avez décidé d'ouvrir une consultation en cas de fausse couche à répétition. Exactement. Donc nous, on a ouvert cette consultation pour la prise en charge des fausses couches à répétition. Alors là, c'est pareil, parce que c'est très rare. Ça, on considère que ça concerne 1% des couples. Mais on s'est aperçu pour ces patientes qu'il y avait une errance médicale. Ce qui est très important pour ces patientes-là, donc pour cette petite portion de patientes qui sont concernées par les fausses couches à répétition, c'est d'aller de bénéficier d'une consultation spécialisée dans ce type de pathologie. Donc il y en a plusieurs dans Paris. Donc il y a évidemment nous, alors notre centre, il est composé, c'est l'hôpital Tenon, l'hôpital Trousseau et l'hôpital Saint-Antoine. On fait un centre commun tous les trois, parce que c'est le même hôpital. Et puis après, il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres consultations spécialisées à Saint-Joseph ou à Cochin-Port-Royal. Je connais pas la liste, mais je pense que dans tous les CHU maintenant, il devrait y avoir quelqu'un qui s'occupe spécifiquement de ça, oui. Voilà, donc ça c'est vraiment important de rapidement consulter au bon endroit pour avoir rapidement un bilan exhaustif et pour savoir sur quoi on part. Y a-t-il des avancées scientifiques, des découvertes récentes au sujet de la fausse couche ? Pour l'instant, malheureusement, les découvertes récentes... Alors, encore une fois, on ne fait rien, surtout on ne fait rien sur 1 ou 2 épisodes de fausse couche. Maintenant, sur les fausses couches à répétition, pour l'instant, les vraies avancées scientifiques avec des hauts niveaux de preuves nous montrent qu'on n'a pas de traitement efficace. Pour les fausses couches inexpliquées, la seule piste qui pourrait montrer éventuellement une efficacité, c'est la progestérone par voie orale. C'est-à-dire que la progestérone, elle a une action où elle fait justement diminuer l'immunité à l'intérieur de l'utérus, donc c'est peut-être pour ça que ça pourrait marcher. Et d'autre part, elle apporte des hormones chez certaines patientes qui auraient des insuffisances en progestérone, ce qu'on appelle l'insuffisance lutéale. Et donc corriger cette insuffisance lutéale, c'est-à-dire aider l'ovaire en lui apportant un peu de progestérone de l'extérieur, pourrait favoriser l'implantation. Les fausses couches à répétition peuvent-elles être le signe d'une infertilité masculine ? Probablement, c'est en cours de... Alors, pas d'une infertilité, puisque à ma connaissance, en tous les cas, il n'y a pas de lien entre infertilité masculine et fausse couche. En revanche, il y a des données qui commencent à sortir sur ce qu'on appelle la fragmentation de l'ADN dans les spermatozoïdes. C'est pour ça que nous, on propose aussi un spermogramme aux patientes. C'est pareil, c'est une donnée qui nous vient de la FIV, de la procréation médicalement assistée, sachant que les problèmes de fragmentation de l'ADN chez l'homme peuvent se corriger avec des traitements antioxydants relativement simples. Donc ça vaut le coup de le chercher. Et est-ce qu'on peut éviter ou prévenir une fausse couche ? Est-ce que c'est complètement impossible ? Impossible. Une fausse couche comme ça, quand on est enceinte, la règle, surtout, c'est d'avoir une vie normale. Si une patiente, c'est ce que je leur dis toujours, on pourrait les suspendre la tête en bas, les pieds en l'air pendant les 3 premiers mois. Si elle devait faire sa fausse couche, elle la fera. D'accord ? Parce que c'est pas des mécanismes mécaniques, c'est des problèmes autres, pas toujours forcément identifiés. Il faut bien entendu prendre juste, comme pour toutes les patientes, un petit peu d'acide folique à faible dose, mais ça c'est pour prévenir d'autres types de malformations. Mais non, surtout pas, vie normale. Alors, vie normale en limitant sa consommation de café, puisque ça, on s'est démontré que plus de 2 tasses par jour pourraient augmenter le risque de fausse couche. Vous le dites, il n'y a rien de fatal. Comment ne pas s'inquiéter outre mesure ? Faut faire confiance. De toute façon, faire une grossesse, même avoir des enfants en général, c'est une prise de risque. Donc, finalement, une fausse couche du premier trimestre, ça nous montre quoi ? Ça nous montre que la grossesse s'est placée au bon endroit dans l'utérus, qu'il n'y a pas de problème de fertilité, puisqu'il y a eu une grossesse et un embryon, et que le corps réagit normalement à une grossesse qui serait non viable. Dans plus de 80% des cas, c'est des anomalies de chromosomes quand même sur une fausse couche. Il faut vraiment avoir conscience de ça et se faire confiance et faire confiance en son corps. Je m'appelle Manuela, j'ai 42 ans et je suis monteuse. Depuis que je suis adulte, donc je voulais avoir un enfant. Je voulais avoir une fille, voilà, je sais pas pourquoi. Et donc après, il fallait trouver un père. Donc là, ça a pris de nombreuses années. Donc quand j'ai rencontré le père, donc Damien, plus tard, donc j'ai eu la chance de tomber enceinte quand même assez rapidement.
Et voilà, c'était une grossesse idyllique. Voilà, la première écho de datation s'est bien passée. La première écho, celle du 3e mois aussi. La grossesse était parfaite, l'accouchement était parfait, ma fille était parfaite. Donc Joséphine est née en juin 2012. Voilà. Donc Joséphine a grandi et puis quand elle a eu 2 ans, on s'est dit qu'on essaierait de faire un autre enfant. Encore une fois, j'ai eu la chance de tomber enceinte assez vite, quelques mois plus tard. Et puis, donc, il y a eu cette première écho de datation, là, qui s'est bien passée. Et puis là, au travail, j'ai eu la chance de discuter avec une amie qui avait déjà eu une fille comme moi et qui m'a annoncé qu'elle venait de faire une fausse couche et qu'elle s'en était rendue compte donc, au moment de l'échographie du 3e mois. Donc ça m'a vraiment choquée. Je savais pas que ça existait en fait. Pour moi, une fausse couche, ça intervenait plus tôt. C'était une perte de sang. J'avais jamais entendu parler de ce cas-là, quoi. Donc j'ai donc rendez-vous pour cette fameuse échographie du 3e mois. Je me souviens très bien, on était dans le bus avec Damien. Et lui était hyper heureux. Pour lui, aller à cette échographie, c'était aller voir l'image de notre bébé. Donc ça allait être pour lui un super moment. Et c'est vrai que je me souviens de l'avoir mise en garde. Parce que l'histoire de ma copine me restait en tête. Et je me disais, en fait, il faut être prudent, quoi. Et donc on arrive, on va voir notre échographe favorite. Voilà. Et elle pose la sonde. Et là, immédiatement, elle nous dit, il y a un problème. Donc voilà, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc tout de suite, elle nous dit, il est mort. Voilà, et donc à ce moment-là, elle trouve les mots qu'il faut pour nous rassurer. Le fait que c'est banal, que ça arrive souvent, que ça n'empêchera pas d'autres grossesses. Et puis après, il faut faire aussi toutes les démarches pour avorter, quoi. Donc à ce moment-là, tout s'écroule, même si heureusement j'avais été prévenue par mon ami que ça pouvait arriver. Heureusement, vraiment, parce que je pense que ça aurait été horrible sinon. Voilà, après c'est vrai que moi j'ai un côté petit soldat, c'est-à-dire que très vite, je passe à la suite, c'est-à-dire prendre rendez-vous, faire l'avortement, voilà. Mais donc à ce moment-là, quand on comprend qu'il peut y avoir des anomalies génétiques, c'est hyper angoissant parce qu'on se dit d'accord, donc il peut y avoir des anomalies génétiques, la nature fait bien les choses, mais elle peut aussi ne pas bien les faire. Et du coup c'est hyper angoissant pour la suite. Puis finalement, quand on a une fausse couche et qu'on commence à en parler à la famille, en fait, on découvre qu'il y en a plein. C'est hyper étrange et du coup, ça a l'air tabou, alors que... je sais pas, c'est très bizarre. Donc, il y a tout l'aspect médical, avortement, machin, bon. Et après, en fait, c'est pas si simple, quoi. C'est que ça devient hyper obsédant. La vie devient sujette à l'accident. Et puis avec du coup des pensées qu'on n'a pas envie d'avoir pour faire un enfant. Puis cette obsession quand même, cette angoisse, une sorte de pression. Parce que j'étais très, très triste et il n'y avait que ça qui pouvait me sortir de cette tristesse. Retomber enceinte. Voilà. Il fallait le faire, quoi. Et donc, peut-être 3 mois plus tard, je suis retombée enceinte. Donc, une grande chance, hein. Le process reprend, on prend rendez-vous pour faire la première écho de natation. Et donc, je vais dans le cabinet du médecin et il pose la sonde. Et là, il me dit, c'est un œuf clair. Et donc, ça, je ne savais pas ce que c'était du tout. Alors là, pour le coup, j'en avais jamais entendu parler. Donc il m'explique, là c'était catastrophe, quoi. J'imaginais pas du tout. Je pensais peut-être que l'accident précédent, statistiquement, me préservait d'un second accident. Donc je sors, j'étais toute seule, parce que pour l'écho de datation, Damien venait pas, voilà. Donc là je lui envoie un mot, et là je lui dis c'est un œuf clair. Et lui il me répond c'est bien. Et là, je dis non, il n'y a pas d'embryon. Il ne savait pas ce que c'était non plus, quoi. Mais bon, finalement, c'était moins catastrophique cette fois-là. La catastrophe, c'est la première fausse couche. Quand la seconde arrive,
C'est pas que c'est moins grave, mais du coup, en fait, c'est ça, c'est que cet état perdure. La grossesse était censée interrompre un peu cette angoisse. Et là, non, en fait, ça continue. Avec quand même cette peur encore plus accrue de l'anomalie génétique pour la grossesse suivante. Et puis oui, évidemment, on se pose des questions psychologiques, vu qu'il n'y a pas de cause physiologique, ou du moins, on n'a pas encore le droit de les connaître. On se dit, alors, donc j'ai un problème pour avoir un deuxième enfant. Pourquoi je n'arrive pas à avoir un deuxième enfant ? Et à ce moment-là, on plonge dans cette question, dans cet abîme. Je pense que ça prenait absolument toute la place. Je crois que Damien essayait de m'aider, mais je refusais. Enfin, j'étais comme une petite tortue enfermée dans ma carapace avec mon problème. Voilà. Donc c'était juste dans mes pensées. Et puis donc l'été est arrivé. Et donc je suis tombée enceinte en rentrant. Voilà, en septembre. Et alors que chaque grossesse, j'avais arrêté de fumer, là, j'ai pas du tout arrêté. Parce que s'arrêter de fumer, c'était l'investir, cette grossesse. Et donc, il y a la première échographie de datation. Et je me souviens, donc j'étais dans un état de stress et d'angoisse horrible. Donc, le type pose sa sonde. Ah, il y a un fœtus. Bon, déjà ça. Et je sais pas si... Oui, je crois que j'ai un petit peu pleuré quand même. Il y a quelque chose qui s'est lâché. Et là, l'échographe m'a dit « Mais madame, ça va pas du tout. Il faut vous calmer absolument. Là, c'est pas bon pour votre bébé. » J'ai pris ça comme une sorte de parcours du combattant, mais c'est pas ça, une course d'obstacles. Voilà. Donc là, j'avais franchi le premier obstacle avec succès. Et donc, arrive le moment de l'échographie du 3e mois. Donc là, je me souviens pas bien. Enfin, on a dû prendre le bus. Mais là, on était, je pense, tous les deux très, très fermés et très tendus. Voilà. Et donc, on entre dans le bureau. Enfin, je devais être tremblante. Enfin, je ressens encore le truc, là. Et donc, on s'allonge. On attend le moment où elle va poser la sonde. Et là... au moment où elle a posé la sonde, donc je vois donc l'écran en face, et donc je vois sur l'écran l'image de ce petit fœtus qui fait un saut périlleux, quoi. Hyper beau, hyper... Enfin voilà, il était vivant, et il était ultra vivant. Ouais, c'est fou que ça... Parce que pourtant, je ressens plus du tout... Enfin voilà, ça revient comme ça, c'est marrant. Et il était très, très, très présent. Et donc, ça, c'était très rassurant, mais cette angoisse de l'anomalie génétique était toujours là. Je me disais, il a un problème, quoi. C'est pas possible d'être aussi agité. Donc, je commençais à chercher des trucs sur Internet, sur les enfants hyperactifs. Donc, évidemment, sur Internet, j'ai bien lu qu'il n'y avait absolument aucun lien entre l'agitation d'un embryon et l'hyperactivité des enfants. Et donc après la première échographie, on l'a annoncé à notre fille. Ça aussi, c'était hyper beau, parce qu'elle a pris la main de son père et elle lui a dit on fait une danse de la joie. Elle était tellement contente, elle a mis sa tête sur mon ventre. Donc voilà, on était tous les trois vraiment hyper heureux. Et puis donc est venue l'échographie. La deuxième, là, je sais pas quand est-ce qu'on l'a fait. Donc là, j'ai appris que c'était un garçon. Et j'apprends aussi que j'ai un placenta prévia. C'est-à-dire que le placenta est accroché quasiment au niveau du col de l'utérus. Et donc, c'est très embêtant parce que ça nécessite donc d'accoucher par césarienne et d'arrêter de travailler. Voilà. Donc là, je me dis, bon, c'est pas possible. C'est vraiment un parcours semé d'embûches. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour cet enfant ? Donc j'ai donc arrêté de travailler. J'étais très angoissée, très en colère. Et puis oui, cette deuxième échographie, il y avait aussi une image de son visage. Et il était monstrueux. Et donc je me préparais aussi à l'idée d'avoir un garçon laid. Ah, parce qu'il était monstrueux, il avait un nez affreux. Et puis parce que je pensais qu'il y aurait une anomalie. Donc, tout allait bien, mais j'étais persuadée qu'il aurait un problème. Par exemple, je me disais, peut-être il sera aveugle. Ah oui, ça se voit pas à l'échographie.
Et bah oui, parce que cette histoire de placenta prévia rajoutait à l'angoisse une sorte de malédiction. Mais pourquoi ? Il y a un problème, quoi. Voilà. Et donc 15 jours avant la date prévue de la césarienne, j'ai senti un truc claquer dans mon ventre. Et puis je suis allée aux toilettes. Enfin bon, ça saignait, quoi. Abondamment. C'est épique, hein, cet enfant. Et donc le SAMU est arrivé. Donc là, c'était tout un truc. Ils m'ont mis dans un fauteuil. Et on est parti en ambulance. Donc on a pris le périph' à 8h du mat'. Heureusement, il y avait un motard donc, qui nous ouvrait la route avec les sirènes et tout. Et voilà, donc on est arrivé à l'hôpital. Et puis bon, là, j'ai été prise en main. Voilà, donc on ouvre le ventre. Et donc là, j'entends son premier cri. Je le vois pas parce qu'il y a un rideau qui cache. Je le prends sur moi, je l'allaite. Tout va bien et il est très beau, très dynamique. En gros, et donc c'est un garçon que j'aime passionnément. Il est vraiment plein de vie, cet enfant. Il est très très costaud, très fort. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que là les souvenirs sont ravivés en parlant, hein, mais voilà, maintenant tout ça a été effacé et c'est très banal, c'est bizarre. Hein. C'est aussi à un historien qu'on a voulu parler, un spécialiste de l'histoire des naissances, Jacques Gélis, professeur émérite à l'université Paris 8. Mais voilà, Jacques Gélis n'exerce plus à l'université depuis des années. Alors, pour le retrouver, il a fallu s'acharner, détricoter son parcours, écrire, appeler, questionner. On finira par retracer son mail, jackie.gélis. La réponse est immédiate. Rendez-vous est fixé chez lui, à quelques kilomètres d'Étampes, dans l'Essonne. On voit toujours le côté, au fond, le bon vieux temps. Mais le bon vieux temps, ça, à mon avis, ça n'a jamais vraiment existé. Parce qu'on est là dans une société qui est sans arrêt tendue, dans l'incertitude. Les gens, autrefois, ont une espérance de vie qui est courte. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est quoi, 35 ans ? Alors, il y a une très forte mortalité infantile. Et les fausses couches sont également en proportion. On pouvait mourir d'une fausse couche à l'époque. On pouvait mourir d'une fausse couche à l'époque, oui. Il n'y a pas de surveillance de la grossesse. Il y a aucune... La femme ne sait même pas trop ce qui se passe dans son ventre. Vous voyez, il y a une méconnaissance de son corps qui est quand même assez importante. Et à plus forte raison, naturellement, pour les hommes, pour la collectivité. On dit, ah ben oui, une telle, elle est morte dans son accouchement. Ben oui, c'est que ça devait se passer comme ça. Il y a un gros fatalisme, il y a un énorme fatalisme devant la mort. Aussi bien chez Moquet de la Motte que chez ses confrères de l'époque, du XVIIe et du XVIIIe siècle, ces gens-là manient en permanence la métaphore. C'est-à-dire que on va vous dire ah ben une telle, oui, je l'ai vue, on m'a fait appeler pour elle, elle a fait une fausse couche, elle a eu un avortissement, comme on dit. Et on dit ah ben oui, mais j'ai récupéré presque rien, c'était de la grosseur d'une mouche à miel ou d'un hanneton. Là. Gros comme une grosse fève de haricot. Un embryon de la grosseur d'un clou de girofle. Un enfant pas plus gros qu'un grain de froment. L'enfant ressemble à une mouche à miel. Alors, les médecins, lorsqu'une femme a fait déjà une première fausse couche, donnent dans leur manuel d'accouchement un certain nombre de conseils. Ils demandent à la femme, lorsque c'est possible, parce qu'il faut voir aussi les conditions dans lesquelles vivent les femmes, de s'aliter de très bonne heure et de ne pas avoir de colère, de ne pas se tourmenter de trop. Donc, on demande à ce que la femme se modère dans ses transports, comme on disait à l'époque, c'est l'expression aussi qu'on employait, se modère un peu dans ses transports et que pour garder, au fond, son enfant de manière à... ne pas créer l'irréparable, quoi. Voilà. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que les accoucheurs, et pas seulement Moquet de la Motte, mais d'autres... Guillaume Moquet de la Motte était chirurgien et obstétricien, l'accoucheur préféré de Jacques Gélis. Récupère, je pense en particulier à un type qui s'appelle Robin, qui est de Reims, auquel je me suis bien intéressé parce que j'ai retrouvé
Ces carnets, ce qui est rare. J'ai retrouvé ces carnets dans lesquels il notait au jour le jour tous les accouchements qu'il faisait, avec les types d'accouchements qu'il faisait, avec les résultats qui étaient obtenus et tout. Alors c'est très précieux. Et ça, sur plusieurs années. On est la fin 18e, hein, c'est un siècle à peu près après Moquet de la Motte. Et là, on voit apparaître en effet les fausses couches. Il note les fausses couches et il dit que dans plusieurs cas, il a récupéré les petits fœtus. L'idée, c'est naturellement d'étudier, de comparer les fausses couches avec cette idée derrière d'où vient la vie, comment le fœtus se développe dans le ventre maternel à une époque où naturellement il n'y a pas d'échographie, il n'y a pas d'autre moyen de le savoir que de collectionner des fœtus qui finissent sur son bureau. La femme, elle ressent au fond la fausse couche, cette absence d'enfant vivant, comme une sorte de déshonneur. Et quand on n'aboutit pas au bon résultat, c'est-à-dire la fausse couche ou le mort-né, c'est naturellement quelque chose qui est insupportable. Il faut coûte que la lignée, que la famille se perpétue. Surtout si la femme fait des fausses couches à répétition. C'est presque aussi grave que la femme qui est stérile, ou le couple qui est stérile, parce qu'à l'époque, on ne sait pas qui des deux est stérile. Alors donc, un couple qui n'a pas d'enfant au bout de 4 ou 5 ans, c'est un couple tout de même qui est largement mis à l'écart. Et donc, il y a, j'y reviens, un honneur à donner la vie. Parce que dans cette société, au fond, l'enfant, il appartient au moins autant aux ancêtres qu'aux parents. Et si la femme n'est pas capable, en raison de ses fausses couches, d'assumer ce rôle, naturellement, elle va se sentir terriblement coupable. Et dans ces cas-là, la seule solution est finalement d'avoir recours à une vierge miraculeuse. Le sentiment d'échec est encore très présent aujourd'hui, 3 siècles plus tard. Le sentiment d'échec est sans doute aujourd'hui encore très, très présent, très, très fort. Mais en même temps, on est maintenant dans un contexte où l'enfant, certes, il est le produit du couple, mais en même temps, il est individualisé très tôt. Alors qu'autrefois, l'enfant, ça n'est qu'un rejet. C'est pas par hasard si on emploie ce terme de rejeton. Il est le rejet du tronc familial. Et on commence à avoir un premier contrôle des naissances. Ça veut dire qu'on a complètement changé d'optique. Autour de 1750-1760, il y a un basculement qui se produit dans la société européenne, française en particulier. C'est en France qu'on commence à avoir en premier le contrôle des naissances. Et ça suppose derrière que la conception de la vie et de la mort par là même est progressivement changée. On pense que maintenant, il vaut mieux avoir moins d'enfants, mais peut-être mieux les élever. Et donc, c'est un changement de l'optique de vie, un changement de l'image même du monde que l'on peut avoir. À partir de quand le taux de mortalité maternelle a baissé ? C'est quand même le XXe siècle, avec des conditions d'hygiène à l'hôpital qui sont quand même bien meilleures. Et puis surtout, après 1945, d'une part, l'automobile qui permet d'amener les femmes à l'hôpital, à la maternité rapidement, et puis les antibiotiques quand même. C'est ça qui a définitivement fait basculer. Alors là, le taux de mortalité a complètement dégringolé. Mais avant, ça reste quand même très aléatoire quand même. Hein. La grossesse est une période d'incertitude terrible de ce point de vue-là. Quoi. Terrible. Parce que c'est un peu l'aventure quand même. Hein. L'américaine Stacey Callahan est professeure de psychopathologie à l'université de Toulouse. On est samedi matin, c'est le printemps, et ce jour-là, elle est de passage ici, dans la capitale. On est dans un petit hôtel du 15e arrondissement, il est 8h30, et Stacey Callahan, lunettes fines et regard franc, a une énergie et une sensibilité contagieuses. Avec elle, on décrypte les enjeux psychologiques des fausses couches. La fausse couche fait partie de la vie reproductive normale d'une femme. Alors, nos mères ne nous disent pas ça, nos gynécologues ne nous disent pas ça. Ça n'arrive pas à l'esprit des femmes d'en parler. Je pense que le fait qu'on n'en parle pas, c'est que pour la femme, il y a un élément d'échec. Des femmes vous l'ont expliqué ? Vous l'avez entendu ? Oui, les femmes le disent. Et en plus, surtout s'il y a des problèmes de fertilité qui accompagnent, elles se demandent s'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Surtout si elle a fait quelque chose pour que ça arrive. Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a fait un sport qui n'était pas indiqué? Et c'est drôle parce que notre société, au niveau psychologique pour les mères en général, et ça c'est dans toutes nos études qu'on a fait, les mères en général se mettent en question. Est-ce que peut-être c'est la faute de mère qui a un problème avec l'enfant, etc.
Oui, beaucoup de femmes le disent, elles ressentent un sentiment de culpabilité extrêmement fort. Culpabilité et honte. Honte, c'est juste un peu plus fort que la culpabilité. La culpabilité, c'est « oh, j'ai mal fait, je vais faire mieux la prochaine fois ». La honte, c'est que ça attaque à mon identité. Donc, je crois que ça va plus profondément pour les femmes, mais il ne faut pas oublier les hommes non plus. Les pères sont complètement dépourvus dans des situations comme ça. Mais après, c'est vrai, c'est quelque chose qui est courant, mais on ne nous le dit jamais. Et parfois, si on a le courage de dire « bon, j'ai vécu une fausse couche dans une petite salle que des femmes », la moitié vont dire « ah oui, moi aussi, c'est pas rien, etc. » Mais ça, c'est le deuxième problème, c'est que c'est minimisé. Et une femme qui vit une fausse couche, elle est déjà subie à tous les changements hormonaux et la difficulté physiologique qui représente la fausse couche. Mais après, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, elle est très affectée. Mais quand quelqu'un dit « oh, c'est pas grave », c'est encore plus difficile à vivre. De quoi est-ce qu'on a besoin après une fausse couche? Je crois que c'est à chaque femme d'être libre de le dire. Elle a besoin d'être seule, elle a besoin d'être entourée, elle a besoin de demander aux gens autour d'elle de venir. Chaque femme devrait avoir le droit de dire « moi, j'ai besoin d'aide et voilà ce que je veux ». Oui, pourquoi pas un psychologue? Il y en a qui sont spécialisés en périnatalité, mais je crois que le plus important, et ça, c'est vrai pour n'importe quel événement traumatique, le plus important, c'est de dire à l'individu qui a vécu ça « je sais que tu souffres, qu'est-ce que je peux t'apporter? De quoi est-ce que tu as besoin? Tu veux prendre un thé avec moi? Je te mène un gâteau à la maison? On va voir un film? » Peu importe. Mais proposer à la femme les possibilités. Si ça ne va vraiment pas, effectivement, chercher un psychologue, un psychothérapeute qui pourrait éventuellement l'aider à vivre les quelques semaines de difficultés. Est-ce qu'il y a peur de dysfonctionnement dans la maternité? Ben oui. Actuellement, nous vivons une période de mortalité infantile et maternelle très, très bas. Du coup, les gens, ils tombent enceintes et je ne veux pas dire qu'il y a une attitude de tu m'es dû, mais en même temps, une fois qu'on tombe enceinte, on présume qu'on va sortir dans 9 mois avec un bébé en parfait état. Peut-être avec un QI de 140 en plus. Ça serait chouette si c'était le cas, mais c'est pas toujours comme ça. Il faut avoir une attitude de zen, je pense, au niveau psychologique. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même cataclysmique pour la femme. Et alors le conjoint? Quelle est la place du conjoint quand une femme fait une fausse couche? Je crois que le conjoint a une place super difficile, parce que c'est son bébé aussi. C'est déjà difficile parce que ils peuvent rien dire. Parce que c'est la femme qui a vécu ça au niveau physiologique. Les gens vont concentrer leur attention sur la femme et ce qu'elle a vécu. Le plus souvent, le rôle de l'homme, c'est d'apporter un soutien à la femme. Et je pense qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Ça, c'est le gros problème. Et alors, comment se remet-on d'une fausse couche? Le temps, en général. Et je crois qu'il faut se dire... dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ça ira beaucoup mieux. On doit se concentrer, de se faire du bien, d'aller mieux. Parce que immédiatement, la douleur psychique et les vécus psychologiques est très, très fort. Mais ça ne va pas durer des années. C'est dire, OK, maintenant, ça fait mal. Dans quelques jours, ça va faire moins mal. Dans 1 mois, ça va faire encore moins mal. Et dans quelques années, quand vous aurez une amie ou une fille qui fait une fausse couche, vous aurez ce vécu à partager et donc ça va devenir précieux. Les recherches sur la fausse couche sont rares. Pourquoi avez-vous décidé de travailler sur ce sujet? Alors, nous avons une équipe à Toulouse et nous avions déjà travaillé sur la périnatalité quand nous avons décidé de travailler sur les fausses couches. Alors, maintenant, il faut que j'admette que tout chercheur est affecté par sa vie personnelle, mais je ne l'ai pas choisi d'étudier les fausses couches, c'était assez drôle. Et c'est Henri Chabrol qui a proposé les fausses couches. Mais au final, moi, dans ma vie personnelle, j'ai eu 6 fausses couches. Et je suis une de ces rares femmes pour qui ce n'était pas complètement banal, il y avait une raison médicale. Et je me suis battue pour avoir mes enfants. Je suis contente parce que j'ai 3 enfants maintenant et je suis fière de ces 3 enfants. Mais je dirais que quand les gens me demandent combien de fois j'étais enceinte,
J'ai dit 9 fois, pas 3 fois, parce que j'étais enceinte 9 fois. Et on a vu le battement cardiaque 9 fois. Et 6 fois, les bébés n'ont pas survécu. Et peut-être pour terminer, je vais vous dire qu'une fois j'ai perdu un bébé, j'étais suivie par un autre gynécologue et j'étais devant son bureau en train de pleurer. Et le médecin en question n'a pas pris sa place derrière le bureau. Il a pris la chaise à côté de moi, il a pris la main. Et je peux vous dire, pour moi, c'était un acte tellement plein de compassion et d'empathie. Il n'a rien dit. Il a compris que je souffrais. Et il voulait juste me dire qu'il était là. Et ça m'a fait beaucoup de bien. L'écho des gynécos. Un podcast du Collège national des gynécologues et obstétriciens français par Olivia Muller sur une idée de Chloé Marinopoulos, réalisée par Christophe Amarstrand. On se retrouve le mois prochain pour parler du papillomavirus.